émission 931. Cette semaine, la troisième caméra avec Denis Rodier. De Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, Mystérieux Étonnant. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Bonjour tout le monde, ici Benoît Mercier. Cette semaine, on commence notre nouveau cycle, notre nouvelle formule qu'on emprunte pour 2026. Donc, une semaine sur deux, je vous rappelle, on a toute l'équipe qui est réunie pour parler de BD, culture pop comme à l'habitude depuis 20 ans. Et sur l'autre semaine, je fais une entrevue, je vais sur le terrain, j'expérimente un peu, donc je vous offre du contenu différent. Et cette semaine, on commence en grand avec un invité qu'on aura souvent reçu à l'émission. On parle du dessinateur Denis Rodier. Denis, c'est un ami d'émission, on l'aime beaucoup. Vous allez remarquer pour les gens qui viennent de découvrir Les Mystérieux Étonnants qu'on a un ton très familier, on se connaît bien. On l'a reçu plusieurs fois à l'émission, dont à l'épisode 677 pour parler de sa précédente BD, La Bombe, une BD fantastique que je vous conseille à vous procurer chez Glénat. Et l'autre apparition, sa plus récente apparition, c'est à l'épisode 760 où on a parlé de Superman et de la mort de Superman, parce que oui, Denis a travaillé pour les Américains et c'est une des personnes responsables de la mort du Man of Steel des années 90. Depuis, il a fait le saut chez les Européens, avec la BD franco-belge, pardon, et depuis, il travaille sur des albums assez incroyables. La Bombe, encore une fois, on en parle beaucoup d'ailleurs dans l'épisode cette semaine, vous allez voir, et son plus récent album, également disponible chez Glénat, c'est La Troisième Caméra. Une bande dessinée qui, étonnamment, est à propos de ce temps-ci, d'un air qui est très, très, très incertain. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'entrevue. Denis nous a donné beaucoup de son temps. En fait, vous allez remarquer, il était sur la route. Il y a du bruit ambiant durant l'entrevue. Il s'est trouvé un petit coin là, pour enregistrer ça avec nous autres. Mais malgré tout, il y avait beaucoup de coutellerie, vous allez comprendre. Donc, je suis désolé pour la qualité sonore, mais on ne pouvait pas faire autrement. Faites-moi savoir si vous aimez la nouvelle formule d'une semaine sur deux. Vous pouvez m'écrire à ben@mystérieuxétonnant.com, ben@mystérieuxétonnant.com, nous laisser un message vocal. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. On est prêt à recevoir aussi vos suggestions d'invités ou d'entrevues qu'on pourrait faire, de sujets tiers. Il y a quelques personnes qui l'ont fait à date. Je vous remercie énormément. Avant de vous quitter pour l'entrevue avec Denis, je vous rappelle qu'on a un Patreon. C'est ce qui nous permet de produire des shows des Mystérieux Étonnants à chaque lundi depuis maintenant 20 ans. Le lien est dans le descriptif de l'épisode encore une fois. En l'échange de votre contribution, vous avez accès à des goodies, dont Bifurcation, qui est le podcast exclusif des Mystérieux Étonnants. En ce moment, on est sur un cycle David Bowie, donc les apparitions de David Bowie au cinéma. Quand vous vous inscrivez au Patreon, vous avez accès à l'entièreté, la bibliothèque complète des Bifurcations. Il y en a plus de 170, donc vous avez du stock en masse. En plus, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Le Discord, c'est comme Internet, mais sans trou de cul. Donc, c'est une plateforme où les gens peuvent échanger, partager des articles. On écoute des fois des films, de la lutte de temps en temps. C'est vraiment une super de belle communauté. Donc, si vous inscrivez au Patreon des Mystérieux Étonnants, écrivez-moi à travers la plateforme et je vais vous envoyer le lien pour accéder au Discord. Donc voilà, vous savez, sur toutes les plateformes, là, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, c'est ça, partout. Plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont aussi sur notre site Internet. On garde les 300 dernières et le reste est sur notre site Internet mystérieuxétonnant.com. Donc, je suis pas mal certain que si vous cherchez un sujet, une BD, quelque chose de geek dont on aurait traité au fil des 20 dernières années, allez sur notre site Internet où vous allez le trouver. Il y a énormément de stock. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne écoute. Bye bye. Écoute, Denis, je peux me mettre en contexte qu'en plus, tu es sur la route en ce moment. Tu es un très bon amoureux, un très bon ami du show parce que tu as accepté d'enregistrer notre première entrevue de ce nouveau cycle alors que tu es sur la route. Fait que j'apprécie énormément. C'est un plaisir de parler avec des gens qui ont l'intelligence et attention, l'amour de la culture. T'as pas encore entendu mes questions, c'est pour ça que tu dis ça. C'est ma façon de donner un petit peu de pression. Ah ben merci, écoute, je m'en donne déjà assez moi-même. Comme je disais, la semaine passée, on a commencé un nouveau cycle pour les Mystérieux Étonnants. Donc on fait une semaine sur deux avec toute l'équipe. On aime ça, retrouver l'énergie qu'on avait dans le temps, qu'on était jeunes. Puis somme toute, pour les gens qui écoutent les Mystérieux Étonnants depuis longtemps, Denis, tu fais partie dans les premiers invités qu'on a reçus. On a
a fait des capsules jadis avec toi, avec, je pense, que c'est Jacques Lamontagne également. Puis j'ai relu certains de tes albums que tu avais signés dans le temps pour me remettre dans le bain, en plus de La Troisième Caméra, qui est l'album dont on va parler aujourd'hui, ton plus récent album. Puis c'était daté de 2008-2011 dans les plus vieux. Fait que ça fait longtemps là, qu'on discute, toi et moi. Pour les gens de longue date des Mystérieux Étonnants, allez voir dans nos archives, il y a plein d'entrevues avec Denis. Bien sûr, tu as travaillé chez les Américains. On a souvent parlé de Superman, de Star Wars. Tu as travaillé pour les Européens maintenant. L'Ordre des Dragons, l'Apogée des Dragons. La Bombe dont tu es venu nous parler il y a plus de 2 ans de ça. Hein? Ça fait quand même un petit bout. Et ton dernier album qui est sorti l'an dernier, mea culpa, j'aurais dû t'inviter avant, La Troisième Caméra, que tu signes et tu me corrigeras là, pour le nom, avec Cédric Apitian. Comment tu dis? Apitian. Bon, j'étais pas très... Apician, j'étais pas très loin. Donc, c'est un album encore qui se passe dans une période que tu couvres souvent, on dirait, la période de la Deuxième Guerre mondiale. T'es replongé là-dedans encore une fois. Oui, c'est une malédiction, je sais pas. Je vais résumer l'histoire, mais justement, ma première question est par rapport à ça. Donc, on est à la fin du Troisième Reich. Les Américains et les Soviétiques vont arriver sur Berlin. Le Troisième Reich est encerclé et donc, il est en train de s'effondrer. Et il y a des soldats, des officiers qui essayent de fuir justement l'arrivée, spécialement des Soviétiques. Ça avait l'air assez brutal. Et un de ces personnes qu'on suit, c'est un photographe qui a travaillé, on n'est pas trop sûr initialement, pour le Troisième Reich. Il cache une caméra. Et cette caméra-là est convoitée par tout le monde, non seulement les Américains, mais aussi les survivants du Reich qui deviennent des espèces de milices dans un Berlin complètement détruit. Puis ma question était là. Tu as parlé de la bombe la dernière fois quand tu es venu à l'émission, puis là, on est encore dans la Deuxième Guerre mondiale. Tu n'as pas peur un peu d'être typecasté dans le gars avec qui qu'on va voir? Parce que l'apogée aussi, c'était dans cette période-là. Oui, ben c'est peut-être un petit peu inévitable parce que souvent, bon, on est reconnu pour un type de travail puis on en veut plus. Des fois, ben, parfois il peut y avoir un petit peu de paresse aussi, non? Oh non, je pense pas. Tu sais, des fois, ben, ouais, j'ai déjà la documentation. Bah, ouais. Non, mais en général, c'est surtout à suite de rencontres, à suite de discussions avec des scénaristes ou des choses comme ça. Puis souvent, c'est pas moi qui amène le sujet, mais surtout après la bombe, j'ai eu une avalanche de propositions de scénarios. Oui. Puis évidemment, ben, ils voulaient des bombes. 2. Ouais, des trucs comme dans le même créneau. Puis moi, je dis, bon, non, j'en ai assez de la Deuxième Guerre mondiale, puis tout ça. Puis, il me semble que tu en avais parlé durant ton entrevue pour la bombe. Tu voulais passer à autre chose. Oui, mais il arrive à un certain point parce qu'il faut que tu lises les scénarios, puis tout à coup, tu peux tomber sur quelque chose qui te parle beaucoup. Puis moi, ben, j'ai toujours considéré les genres un petit peu comme comme souvent des décors, disons, de théâtre, plutôt que du message lui-même de l'histoire. Si, bon, pour aller dans le cliché, bon, on peut faire un film de samouraï de Star Wars ou le contraire. C'était aussi un film de guerre, de Deuxième Guerre, avec les avions qui attaquent les porte-avions japonais, machin. Donc, tous ces genres-là, souvent, ça se mélange. Kurosawa a fait du Shakespeare en samouraï. Bon, si l'histoire est bonne au centre, pour moi, ça me suffit. Puis, on va se débrouiller pour rendre ça intéressant autour. Alors, je te relance là-dessus. Qu'est-ce qui t'a attiré dans La Troisième Caméra? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, oui, ça sera mon prochain album, ça sera mon prochain projet? Ben, il y a 2 éléments qui m'attirent vers un scénario habituellement. C'est premièrement, bon, ben, est-ce qu'il y a une structure qui convient, qui est intéressante, qui est enlevante, qui mène vers un truc où est-ce que les personnages sont développés, puis bon, c'est pas simplement une course-poursuite ou, tu sais. Puis ensuite, est-ce qu'il y a un argument moral? OK. Puis dans la
troisième caméra, il y avait clairement un argument moral Absolument. que C'est je le trouvais. cœur de l'histoire. Oui, puis c'est l'intérêt de l'album pour moi parce que ça résonne encore dans notre contemporanéité. Ça revient quelque part. Hein? Oui. Donc, pour moi, il y avait quelque chose à dire avec un album comme celui-là. Puis c'est pour ça que, malgré que c'est pas une lecture facile, souvent on doit revenir à l'arrière et dire « Oh, qui est qui? » Puis parce qu'il y a un jeu de double identité et des choses comme ça. Donc... je te dirais qu'à la limite, il n'y a même pas tant de personnages principaux. Il y a presque un personnage principal, là, l'officier américain, mais il n'y en a pas tant que ça. On suit plusieurs personnes à la fois. Oui, puis c'est d'une certaine manière aussi, je voyais Berlin comme un des personnages. Parce que pour moi, le drame d'une guerre, peu importe qui est le méchant ou le bon ou quoi que ce soit, il y a toujours des nuances à mettre de toute façon sur la part des la crimes responsabilité. de guerre. Mais on parle souvent de guerre, de révolution. On arrive jusqu'à la fin, puis la fin, c'est on a gagné. Bon. La question qu'on devrait toujours se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Ouais. De quoi on se souvient et qu'est-ce qu'on en retire? Non, plus que ça. Non? Plus que ça, c'est-à-dire, oui, on peut parler d'Amérique du Sud, des actualités. Ou pas. Maintenant que l'action a été faite, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, puis comment on fait pour rebâtir un pays, une nation, ou parce que tout ce travail-là a dû être fait au Japon, après Hiroshima aussi, mais à Berlin aussi, puis si on revient à l'argument moral de la troisième caméra, on parle de la fragilité de l'humain, puis de la sensibilité qu'on a tous à la propagande et la désinformation. Et à quel point c'est facile de glisser vers une autre facette de nous. Moi, c'est ce qui m'a plus frappé, en fait, à la fin de... Sans vouloir trop spoiler l'histoire, là, mais c'est ce qui m'a frappé le plus. Tu t'imagines ce que la dite caméra contient, parce qu'il y a tellement un aura de mystère autour. C'est un genre de MacGuffin. Puis, en fait, c'est pas l'horreur de la guerre comme telle qu'on y retrouve, c'est autre chose. L'horreur, c'est l'humain dans tout ce qu'il y a de beau et dégueulasse, en fait. Puis à quel point il est facile de passer d'une étape à l'autre. Oui, puis c'est ça qui devient le message de l'album en même temps, parce que là, il faut comprendre que les dérives nord-américaines, c'est devenu une vague mondiale maintenant. Mais oui, on est dans une même situation que Berlin 1938. Donc, pour moi, c'était un message important, autant que celui de la bombe, où est-ce que, là, c'est l'apprenti magicien. Ici, c'est des dérives, comment on appelle ça? Nationalistes. Oui, réactionnaires. Ouais. Donc, on est en plein dedans, puis je crois que si on peut faire œuvre utile d'un album de BD, allons-y. Est-ce que tu dirais que La Bombe et La Troisième Caméra, pour ceux qui ont lu La Bombe, sont des albums qui parlent entre eux? J'ai l'impression qu'il y a quand même... au-delà du fait que ça se passe à une période qui est similaire dans les années 40, les années 50, est-ce que tu dirais que c'est des albums qui se parlent? Je dirais pas vraiment, mais en même temps, si on parle d'arguments moraux, là, oui, il y a des parallèles qu'on peut faire. Mais pour nous, ça a été important de faire un album différent pour pas qu'on ait l'impression de faire de La Bombe dans sa continuité. Premièrement, c'est une fiction. Donc, même si c'est basé sur des éléments réels. Oui, des officiers de propagande qui existaient à cette période-là en Allemagne. Plus que ça. Il y a le concept complet de la troisième caméra qui est basé sur des faits. Mais on a voulu quand même
faire un truc différent. Donc, moi, je ne tenais pas nécessairement à faire en couleur, mais c'était important de le distancier de la bombe pour pas que les gens s'imaginent, ben, si il fait du documentaire, bon, ça va être la même chose, un documentaire sur... bon, surtout si le pitch promotionnel, c'est que, oui, les troisièmes caméras ont vraiment existé. Ben, là, il faut pas mélanger. Faut pas mélanger les cartes. D'ailleurs, pour spécifier là, un peu pour les gens à la maison qui n'ont pas encore lu l'album ou qui ne sont pas au courant, les officiers de propagande durant le Troisième Reich, ceux qui prenaient de la photo, mais aussi de la vidéo, avaient 2 caméras officielles. Et la plupart avaient aussi une 3e caméra qui était la leur, sur laquelle, qu'ils ne confiaient pas aux autorités ou à leurs supérieurs. Ils documentaient un peu pour eux. Et c'est souvent là-dessus qu'on retrouvait le contenu un peu plus... disons... compromettant, voilà. C'est ça la base aussi de l'album. Oui, parce que c'était littéralement des agents de propagande. Donc, ils étaient nombreux d'ailleurs. On parle de quoi, 15 000 au plus élevé? C'est une grosse machine. Les Allemands ont été les premiers à comprendre le pouvoir de la radio, à des fins politiques. Donc, le ministre de la propagande avait vraiment beaucoup de pouvoir. Puis, énormément. Oui. Ben, c'est de même qu'on bâtit un régime totalitaire aussi, en prenant le contrôle des médias, puis... en écrasant les opposants. Voilà. C'est fou parce que en lisant, puis je trouve que peut-être qu'on peut l'adresser parce que ça va être sinon sur le bout de notre langue tout le long, à quel point ça fait écho aujourd'hui. Là, puis je sais qu'il y a des gens qui se refusent de catégoriser ce qui se passe chez nos amis du Sud de quelque chose qui s'approche de l'Allemagne nazie. Si on n'est pas là, on est adjacent en tabarnak. Là, je veux dire, on est presque là. Il y a en tout cas les tendances qu'il y avait dans les années 30 et 40, ils sont. Mais c'est que quand on parle de nazisme, le mot est chargé. Énormément. Mais il y a des parallèles à faire avec n'importe quel régime totalitaire. Absolument, oui. De contemporain ou même passé. L'autre plus évident, c'est Staline ou Mao même. Parce que, bon, je crois que la façon la plus facile et simple d'expliquer où on en est, c'est 1984. Ça fait bête à dire. Mais de plus en plus, on voit de citations un peu partout qui ressortent de 1984, simplement pas par la mécanique à laquelle ils sont arrivés à un régime totalitaire, mais la mécanique dans laquelle on contrôle les gens par la propagande, notamment la novlangue dans le cas de 1984. Où est-ce que la guerre, c'est la paix? Oui, je vois genre. Ouais, c'est fou parce que j'allais te dire, tu pourrais le faire je te proposerais de le faire en album, mais il a été fait, on me dit que c'était très très bon, c'est sorti dans les dernières années, l'auteur m'échappe. 1984? 1984, plusieurs albums ont été refaits, mais il y en a un qui a particulièrement fonctionné, il y a même eu une suite, 1985, du même auteur, donc on est dans ces eaux-là. J'avais une question parce que j'ai relu L'Ordre des Dragons et L'Apogée des Dragons, qui étaient tes albums avant La Bombe, puis avant La Troisième Caméra, qui se passe justement durant la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Ouh, lapsus, intéressant. Puis là, on est dans le mysticisme, puis toutes les théories du complot qui est autour du Troisième Reich, qui sont plus ou moins basées sur des faits réels. Là. Il y a beaucoup de spéculations là-dedans qui sont entrées dans les conscients collectifs, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui était dans les faits, quoique certaines personnes dans le Reich étaient des adeptes de mysticisme. Ça, on ne se le cache pas. C'était un outil également de propagande. Ce qui m'a particulièrement frappé en lisant ces albums-là, c'est à quel point, puis là, c'est pas une flèche à personne, c'est toi ou les gens avec qui tu travailles au niveau du scénario, il y a comme une maturité qui est arrivée avec La Bombe puis La Troisième Caméra qui n'était pas dans ces albums-là. Puis je me demandais si tu en étais conscient à quel point il y a une évolution vraiment. Tu es passé à une autre étape au niveau artistiquement, ou même, je te dirais, au niveau du storytelling style. Oui. Est-ce que tu l'as remarqué? C'est-à-dire que au moment de l'Ordre des Dragons, j'étais tout neuf dans le marché européen. Européen, c'est vrai, oui.
Donc, on essaie de faire sa place, on n'a pas tellement de contacts, bon. Mhm. Puis, il y a quelqu'un qui m'a justement proposé ce concept-là que j'ai trouvé bien intéressant. Mais si tu te souviens, ça commence à Berlin, 1938. Mhm. Oui. OK? Quand Mais les commerçants juifs doivent arrêter, c'est c'est quand ça. les bullies commencent, littéralement, moi je les appelle des bullies parce que c'est comme ça qu'il faut Mhm. les qualifier, là, commencent à foutre le bordel dans la société allemande. Là. Mais pour moi, c'était comme... il y a eu un certain dérapage parce que le concept pour moi était bien intéressant, mais ça a dérapé vers les vampires et des choses comme ça. Oui, oui. Puis ça, je m'y attendais pas. OK, je me demandais parce que je trouve que les Ouais. deux premiers du premier cycle dans l'Ordre des Dragons restent quand même relativement terre à terre. Tu sais, il y a du mysticisme. Ouais. Mais le troisième album du premier cycle finit sur une espèce de... J'étais, oh, OK, là, on est où, là, sacrément? Ouais. Il manque des Ewoks, là, puis on Ouais. a fait le Ben, tour. c'est que le scénariste me fournissait peut-être 5 pages à la fois. Hmm, OK, on a discuté du concept, mais à un moment donné, tu fais confiance à des professionnels. t'as pas le choix. Mhm. Mais son rythme de travail n'était pas si clair. C'est pour ça que j'ai changé de façon de travailler avec des scénaristes. Mhm, Mais là, c'est que, bon, oui, on a discuté d'un concept, on était d'accord, mais à chaque 5 pages, il y a quelque chose qui se modifie un petit peu. mhm. Pour le deuxième album, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais dessiner. J'ai dit, je m'en fous, donne-moi une bonne histoire, puis on va la dessiner, et tout ça. Puis il m'avait dit littéralement, ah, moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça jouer avec des tanks, puis des choses comme ça, on va faire quelque chose là-dessus. J'ai dit, oui, bravo. C'est pour ça que le deuxième album s'est retrouvé à être un peu Indiana Jones. Oui. Oui. Mais là, t'as plus le contrôle presque, parce que lui, il était en même temps mon éditeur. Ah oui, OK. Donc, les discussions se fermaient assez rapidement sur les choix scénaristiques. Mhm. Donc, bon, c'est des expériences qu'on prend comme ça, je regrette pas. Mais je regarde le résultat final, puis je me dis, ouais, je crois que c'était pas tout à fait moi rendu là. Non, c'est ça, je chantais pas tant Denis que je connais aujourd'hui. Là, quand je parle de Denis, c'est au niveau du storyteller. Mais j'ai l'impression en même temps qu'il a fallu que tu passes par ces albums-là pour arriver Ouais. à la bombe. Il y a encore une fois une lien. Puis, tu sais, je sais que le lien est facile, là, je sais pas à quel point tu te le fais dire en entrevue, mais c'est pas le fait que ça se passe dans cette période-là de l'humanité, là, dans les années 30-40. Mais il fallait que tu passes par là, j'ai l'impression, pour pouvoir livrer un album comme La Bombe, mais aussi La Ouais, Troisième Caméra. mais ça fait partie euh, d'un cheminement que chaque artiste fait de toute façon. Je dis souvent que c'est pas nécessairement de déterminer ce que tu veux faire, mais vraiment comprendre qu'est-ce que tu veux pas faire. OK. OK? Puis, après avoir dessiné Superman pendant tant de temps, j'ai appris que je voulais plus faire de super-héros. Mhm. Après avoir fait l'Ordre des Dragons puis l'Apogée des Dragons, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, le côté fantastique me parlait plus du tout. OK. OK. OK? Parce que autant il peut avoir des clichés dans n'importe quel genre, souvent le fantastique est bâti sur les clichés établis par Tolkien. Mhm. Puis, à un moment donné, ça sature assez rapidement. Oui, ouais, c'est ça. Disons qu'on a fait le tour. Oui, et puis j'ai vu des albums justement par mon ex-scénariste où est-ce qu'il mélangeait tous les personnages Tolkien, là, les orques, les machins, tout ça, Mhm. avec un western. Ah, Là, j'ai dit non, là, c'est trop. Là, c'est trop. est-ce que tu dirais que tu t'es trouvé là, avec les deux précédents albums puis la troisième caméra? Est-ce que Ben, tu es là où tu veux dans le niveau de ta carrière? chaque album est un petit peu une partie de soi-même. Mhm. OK? Mais c'est jamais l'ensemble de soi-même. Mhm. OK? Donc, j'ai des intérêts pour un paquet de trucs. J'adorerais faire un album qui est dans le même esprit qu'un film de Tarkovsky ou même Bergman. Mhm.
C'est des choses qui me plaisent vraiment beaucoup. Mais ouais, mais il faut trouver la bonne façon de faire, puis souvent le bon collaborateur, parce que euh, j'ai un album qui traîne depuis un bout de temps où je scénarise moi-même. Mais en fait, honnêtement, quand on m'a proposé la troisième caméra, j'avais celui-là en chemin. Puis mon éditeur m'a même suggéré de signer les deux en même temps. Mais j'ai dit, bon, ça engage pour longtemps. Puis Ouais. bon, quand on est pigiste, on n'aime pas être attaché trop longtemps non plus. Puis après discussion, on s'est rendu compte que mon album à moi était peut-être un petit peu... pouvait dérouter le lecteur après la bombe, disons. OK. Puis même si la troisième caméra était sur un ton bien différent, Mhm. bon, c'est une fiction, ben que ça serait une meilleure continuité pour... puis je suis totalement d'accord avec cette lecture-là, puis j'ai pas senti de grand compromis. Mm. OK. OK. Écoute, tu parlais tantôt de Berlin comme personnage de la troisième caméra. Et on est souvent dans les ruines, en fait, de ce qui était Berlin de cette période-là, particulièrement avec les Américains, quoi qu'on voit aussi les Russes. Tu as fait une blague en début d'entrevue, tu as dit que, ben là, j'avais déjà fait ma recherche au niveau visuel, fait que c'était un peu plus facile de tomber dans la troisième caméra. Puis je me faisais la réflexion, tu sais, clairement, pour faire cet album-là, qui se passe dans une période très précise, très connue aussi, je pense, de l'humanité. Je veux dire, on s'entend là, que ça fait quoi encore aujourd'hui, 80 ans plus tard, plus de 80 ans plus tard. Il faut s'inspirer sur... Il faut se baser sur j'imagine, des photos d'archives, des sketchs. Il faut vraiment faire énormément de recherches. Mais à quel point tu finis par pas juste retracer ce que tu vois, mais pouvoir être en mesure de te l'approprier. Puis ça, c'est ça je me posais la question. Tu peux pas juste reprendre une carte de Berlin de 45 puis la refaire. Il faut quand même que tu te l'appropries. Fait que, comment tu trouves ton équilibre là-dedans? C'était le plus grand problème à reproduire Hiroshima avant la bombe. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas vraiment de photos de Hiroshima avant la bombe. Donc, tu te sers d'une photographie aérienne d'une ville rasée, puis tu devines un peu les quadrilatères, puis tu reconstruis. Dans le cas de Berlin, ou de n'importe quelle documentation, de toute façon, on fait beaucoup de recherches, mais essentiellement, si on peut, après ça, on s'y réfère plus. Mm-hmm. OK? Fait que t'avais pas tes manuels à côté de toi pendant que tu dessinais, là, ça vivait dans ta tête. Inévitablement, si tu veux reproduire une rue de Berlin, les lampadaires sont faits comment? Mm-hmm. Ouais. T'as pas le choix. Bon. Mm-hmm. Souvent, c'est carrément de la photographie, mais complètement bousillée pour faire une ruine avec. On utilise tous les moyens qu'on peut pour rendre la bande dessinée crédible, mais le mot-clé, c'est de pouvoir se l'approprier. Mm-hmm. Puis quand tu réussis à t'approprier la documentation pour faire une image qui reflète ton style, puis tout ça, ben là, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Fait que c'était important pour toi, j'imagine, de pas juste te contenter de recréer ce que tu voyais dans des archives, mais vraiment te l'approprier. Donc. Ça a l'air bizarre à dire, hein, s'approprier des ruines, mais je pense que je comprends ce que tu veux dire. Non, mais c'est s'approprier de n'importe quelle documentation qu'on a besoin d'avoir. Mm-hmm. Bon, j'ai dessiné beaucoup de Jeep dans cet album-là. C'est vrai, je l'ai noté, c'est vrai. Des belles Jeep. Pour avoir une certaine cohérence d'une case à l'autre, je me suis carrément trouvé un modèle 3D où est-ce que je pouvais faire des rotations pour pouvoir interpréter vraiment parce que une Jeep, c'est complètement curieux, ce truc-là. C'est un petit véhicule. Les genoux du conducteur pouvaient dépasser du côté. Ouais. Le banc à l'arrière est un peu plus haut. Uh-huh. Donc, c'est un foutu casse-tête d'essayer de faire ça de mémoire. Puis c'est un peu ridicule en même temps. Mais en même temps, tu veux le faire comme du monde parce que tu sais que si tu le fais pas, tu vas te le faire dire par des amateurs de cette période-là.
je t'en ai déjà parlé à propos de la bombe. Mhm. Ouais, il y avait eu plusieurs critiques sur une planche. On avait qui se passe en 39, je crois. On avait dessiné une Jeep, justement, qui a- dont le modèle était de 1941. OK. Donc, on a eu Mais bon, pour un album comme La Bombe, avoir des critiques seulement à ces niveaux-là, moi, ça me va, hein, parce que Oui. le côté scientifique, le côté historique aurait pu être vraiment... Ouais, après, le reste, c'est des artifices. On s'entend que c'est pas ça ouais. qui fait le cœur. C'est drôle parce que récemment, j'ai entendu une entrevue, je pense que c'était avec Quentin Tarantino, puis quelqu'un qui a raconté une entrevue avec Quentin Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood. Il y a une séquence qui se passe, je pense que c'est dans Hollywood Boulevard, une rue importante de Hollywood qu'on a complètement reconverti dans le style des années 60. Puis ce qui ressortait du lot, c'était comme un char qui est sorti en 71. Puis là, c'était pas supposé être là, mais le reste, c'est incroyable le travail de production artistique qui a été fait dans cette séquence-là, qui dure longtemps. On parle de plusieurs pâtés de maison, mais ce qui est ressorti du lot, c'est la maudite voiture qui n'était pas de période. Ouais. Comme qu'on peut jamais gagner. Non. Puis, mais à un moment donné aussi, c'est que tu comprends certaines choses, tu réalises que oui, OK, ça se passe en 39, mettons. Mm-hmm. C'est pas toutes les voitures qui sont datées De de 39. 1939. Non, il y a eu des voitures avant. Oui, c'est ça. Puis c'est là que tu te dis, oui, OK, on peut mélanger des trucs. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont à la fine pointe de la mode, puis au contraire, il y en a d'autres qui sont en retard de 10 ans. Oui. Il y a des gens, des vieilles minounes. Moi, quand je sors à Montréal, ici, dans les rues, c'est pas tout le monde qui a un char de l'année. Là. Puis c'est bien tant mieux. Je veux juste parler un petit peu de l'appropriation, encore un petit peu du visuel, puis même, je te dirais, au niveau du storytelling. Un des films que quand je suis tombé dessus il y a plusieurs années de ça, qui m'a obsédé à quel point j'ai trouvé que c'était empreint d'authenticité, en tout cas au niveau de l'émotion, de la charge émotive, c'est The Downfall, La Chute, qui raconte les derniers moments d'Adolf Hitler dans son bunker. C'est un film dur, mais j'ai l'impression qu'on a mis une caméra dans cette période-là. Il y a plein de films de la période de la Deuxième Guerre mondiale, la montée du Troisième Reich, qui ont certainement dû t'influencer. Est-ce que tu es capable de consommer des films comme La Chute pendant que tu travailles sur un album de cette période-là, où il faut que tu mettes ça de côté parce que sinon, tu as l'impression que ça peut trop influencer ton style puis ton approche? Ben, de là à influencer mon style ou l'approche, je croirais pas. Non. Je croirais pas. Au contraire, ça peut le nourrir parce que quelque chose comme un film, de toute façon, on le consomme puis on le jette ensuite. Donc, mais il y a des choses qui restent imprégnées. Il y a quelque chose pour la troisième caméra qui avait fait bien impression. J'ai seulement le titre anglais, je me souviens pas du titre français, mais c'était Commencer. C'est un film russe sur la résistance russe, ukrainienne, russe. À l'époque, c'était la Russie. Ouais. Ça va peut-être leur devenir, c'est un des films qu'on dit les plus réalistes sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus dur que La Chute. Ouais. Mais c'est tellement extraordinaire, c'est génial ce film-là. Puis ça parle beaucoup de l'expérience des civils à travers à travers l'invasion, la guerre, la guerre. qu'on survit. Si on se retrouve au-delà de la ligne du front, on arrive dans un village qui est complètement abandonné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis, on ne brûle pas de punch, mais c'est un film que je conseille beaucoup. C'est un des aspects que tu as traité, je trouve, dans la troisième caméra. Ça fait partie de l'histoire. On suit des civils qui survivent dans les ruines de Berlin, qui ont vécu des trucs absolument atroces parce qu'il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de structure sociétale, il n'y a plus rien. Le gouvernement est saccagé. Certains ont été agressés. J'imagine qu'aussi, je sais pas, parce qu'on parlait tantôt de la période dans laquelle on est, quand tu es dans cette espèce de mood de création-là dans lequel il faut que tu t'inspires, puis on s'entend, c'est dur en ce moment, le monde est en train de brûler. Est-ce que ça te démoralise? Est-ce que ça t'affecte quand tu travailles sur un album comme ça? Oui et non. Oui et non. Parce que, il y a peut-être une manière d'exercice en même temps aussi. On adulte, on sort le méchant, en français. Puis, mais il reste que on vit toutes les mêmes angoisses. Mais ce qui
ce qui peut amplifier peut-être le côté anxiogène de tout ça, c'est que en ayant travaillé sur la troisième caméra, sur la bombe, tout ça, des fois, c'est qu'on est plus alerté à ce qui peut s'en suivre. Oui, exact. Les répercussions. Puis, sans être devin, à un moment donné, on comprend qu'il y a une mécanique à tout ça, puis que, ouais, bon. Quand tu parles mécanique, tu parles de quoi exactement? Une mécanique de construction du totalitarisme, ou autoritarisme, ou quoi que ce soit. Parce que, pour faire un album comme La Bombe, comme La Troisième Caméra, on fait de la recherche. Bon, là, j'ai lu un petit peu Hannah Arendt, mais là, c'était plus en lien aux actualités, mais c'était quand même la construction du nazisme aussi. Ouais. Solzhenitsyn, il y a tous ces gens-là où est-ce que qui nourrissent un petit peu ta façon de voir la période, puis qui peut te mettre dans l'ambiance. Pour la troisième caméra, par exemple, il y a un livre qui s'appelle « Une femme à Berlin », qui est justement une civile qui essaye de survivre. Je crois qu'il y a un film qui en a été tiré, mais je ne l'ai pas vu. Qui essaie de survivre après que les Soviétiques, les Alliés, soient arrivés à Berlin. Et justement, le fait que le personnage de la troisième caméra soit rasé la tête, c'était justement pour éviter d'apparaître trop jolie. Qui est une astuce que certaines femmes emploient encore aujourd'hui à notre époque. Là, Donc, il y a tout ça qui vient nourrir, même si c'est pas explicite dans le scénario. Il y a tout ce genre d'éléments-là qui peuvent donner un autre niveau de lecture. J'espère qu'elle a bientôt de sortir ses 2000 couteaux. Hein. C'est assez incroyable à quel point il y a de la coutellerie. Où est-ce que tu es en ce moment, Denis? Je suis vraiment curieux tu peux tourner la caméra, justement, pour faire pas un jeu de mots, pour voir. Tu dois être dans une salle de banquet. Là, et il y en a une sortie 20 000. Je suis désolé pour les gens à la maison. Oui, bien, même si les portes sont fermées, je crois que la cuisine est en action. Elle est en action, c'est correct. Il y a pire, pour vrai. Sinon, j'ai remarqué un hommage. Tu disais que tu voulais plus faire de la BD américaine, mais je sais pas si c'était ton inconscient qui te parlait, mais il y a un moment où il y a du sang qui coule sur une fameuse montre de Mickey Mouse. Et j'ai eu l'impression d'y voir le fameux Smiley de Watchmen. Est-ce que tu as essayé de nous en passer une, Denis? Oui. C'est le Easter egg principal. Principal. Puis c'est ça, je voulais faire suite à cette question-là. Est-ce que tu as d'autres trucs dans la dans la troisième caméra que tu as caché? De mémoire, s'il y en a, c'est souvent de façon subtile, où est-ce qu'il y a des plans ou des cadrages qui peuvent rappeler d'autres choses qui m'ont inspiré. OK. Dans mon prochain album, j'ai un truc en tête que je vais essayer. J'en parle pas tout de suite. OK, c'est bon. Mais les gens qui ont lu La Bombe ont vu qu'on avait quand même un leitmotiv visuel où est-ce qu'il y avait un cercle qui se transposait de toutes sortes de manières dans différentes pages. Ça, c'est un procédé que je n'ai pas utilisé beaucoup depuis. Mais quand tu es dans le centre de la création d'une page, il y a toujours un paquet d'options, puis de rappels, puis d'influences qui s'entrechoquent. Puis parfois, ça donne des petits trucs comme ça où est-ce que, aussi bien en profiter. Ouais, écoute, moi, j'ai beaucoup souri. J'ai fait comme, d'après moi, il y avait un petit clin d'œil à Watchmen dans cette affaire-là. J'étais juste content de le découvrir. C'est bête, c'est seulement la forme de la goutte. Hein? Exactement. Puis pourquoi cette forme-là est venue chercher de quoi dans mon cerveau? Il n'y a rien qui rappelle rien, sinon la forme de la montre, peut-être, qui est un cercle. Il y a la montre qui est le thème principal de Watchmen. De Watchmen, c'est vrai, oui, absolument. Ouais. Puis, comme on parlait de montre Mickey Mouse tout au long de l'album, parce que c'était... les Russes étaient friands des montres Mickey Mouse à l'époque. J'ai fait 2 + 2, puis C'était pas dans le scénario, tu te l'as approprié. Parce que le scénario était quand même plus ou moins particulier, mais
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est devenu un scénariste de BD à temps plein, mais au départ, c'est un réalisateur de cinéma. OK. OK? Donc, c'est son deuxième album, La Troisième Caméra. Mm. Mais il écrit comme un scénariste de cinéma, qui est vraiment pas très loin du scénario BD, Mm-hmm. mais il pense de façon visuelle, mais aussi sans donner trop de détails, parce qu'il sait, en tant que réalisateur, le travail qui va se faire sur le terrain, qu'il n'y a pas besoin de trop encadrer dès le départ. Ça, c'était juste faire une petite note. C'est exactement comme ça qu'il faut écrire. Il y a différents styles. Là. Il y a des gens qui vont être plus visuels dans leur scénario, mais comme tu le dis, les gens, en fait, en général, pensent qu'il y a des indications de plan. Un bon scénario va laisser le visuel sortir de lui-même puis laisser les artisans qui vont lire se l'approprier. Ce qui n'est pas toujours le cas pour, tu me corrigeras si je me trompe, pour l'album, disons, américain, européen, où là, certains auteurs vont mettre des indications de cadre et autres. On n'est pas exactement à la même place au niveau scénaristique. Ouais, mais ça dépend pas que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ça dépend de la personnalité du scénariste. Exact, c'est ça. Je sais qu'Alan Moore écrivait des proses pour une porte, là, je dis n'importe quoi, là, mais il y avait un background des fois pour plein de trucs qui n'avaient rien à voir. Mais c'était fait de façon tellement intelligente que, bon, un dessinateur peut juste jubiler parce que lui, le clin d'œil, il avait déjà la référence qui allait se répondre d'une façon, avec beaucoup de symétrie dans le cas de Watchmen. Donc, tu peux juste le suivre et dire, mon Dieu, oui, OK, on y va. Mais sinon, si le scénariste donne trop d'indications, OK, puis de façon bien honnête, bon, appelons ça comme ça, c'est pas une question de dire, c'est pour le contrôle, c'est pour donner une idée de ce que lui avait en tête. Ouais. Mais souvent, quand on lit un scénario, on le voit arriver, puis si on nous le décrit, il faut déconstruire ce qu'on vient de lire. C'est comme le fameux gag quand tu lis un roman, puis tu écoutes le film après. Le chevalier est sur sa monture, puis il est sur sa monture pendant 3 pages, puis après 3 pages, sa monture crache du feu parce que c'est un dragon. Ça fait que toute la construction que tu t'es faite d'un cheval blanc, là, il faut que tu reviennes en arrière pour dire « Ah non, c'est un dragon, en fin de compte. » Donc, ça, c'est comme un danger. Puis un scénariste qui est habile, il va juste donner juste le nombre d'indications suffisantes pour qu'après ça, toi, tu puisses répondre. Puis après ça, là, il y a un début de discussion. Parce que si une discussion, ça se fait à deux, s'il y a un grand speech au début, puis tout ce qu'il y a à faire, c'est dire oui ou non, c'est pas une conversation. Ouais. Tu dirais que ça a été quoi ton expérience sur La Troisième Caméra? Est-ce que ça a été une collaboration ou ça a été un oui puis non? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce que justement, le scénario était suffisamment bien construit, mais suffisamment ouvert pour justement insérer des interprétations. Puis j'ai intercalé des planches. Je ne sais pas combien de planches j'ai ajoutées, mais des fois, tu as besoin d'un peu plus d'espace pour te donner un silence, pour te donner un moment de respiration. Respiration, exact. Oui, absolument. C'est là que tu peux profiter d'un décor pour allongé. Là, tu retombes dans un mode un peu léoné. J'entendais, moi, le vent dans les ruines de Berlin en lisant l'album. Pour vrai, non, pour vrai, il y a des plans, j'entendais l'espèce de vent qui passait à travers des fenêtres où il n'y a plus de verre. Puis, en fait, c'est comme un bon roman. À un moment donné, tu finis par te perdre dedans. Puis je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que ça devait sentir, le Berlin de cette période? Ça devait être poussiéreux, le kérosène qui brûle, ou les ruines de la vieille pierre. Je sentais l'air comme quelque chose d'excessivement sec. En tout cas, je ne sais pas si c'était ton intention, mais c'est ça que j'ai perçu, moi, en lisant l'album. Oui, puis c'est là que, justement, autant le cinéma, le roman que la BD a sa part d'ellipse. Okay? Puis, j'aime pas un film qui nous dit tout. J'aime pouvoir construire moi-même en tout cas, dans la BD que j'aime lire, puis la BD que j'aime faire,
J'aime que le lecteur participe. OK? L'exemple le plus classique pour moi, c'est 2001 Odyssée de l'espace, la finale. Bon. Mais n'importe quel film de Tarkovsky, tu peux donner des niveaux de lecture que tu peux seulement comprendre dans l'ellipse entre deux scènes mis bout à bout. OK? Si on y voit dans la manière Hollywood des années 40-50, quand quelqu'un ouvrait la porte, la scène suivante, il fallait qu'il y ait le même personnage qui ferme une porte. OK? Pour que vraiment qu'on soit certain qu'il y ait une continuité. On pensait sinon que les gens allaient se perdre, c'est ça? Oui, exactement. OK. Donc là, en faisant des jumps d'une scène qui n'a pas rapport, ou même de la superposition d'une bande-son qui se continue sur la scène suivante, ça, c'est un procédé qu'on utilisait beaucoup avec Superman, où est-ce que la dernière bulle du dialogue était ajoutée à la première case de la scène d'ensuite. Ah, tu vois, j'ai pas remarqué. Mais ça pouvait donner un autre niveau de lecture à ce qu'on voyait tout à coup. Là, tu sais. Il y a une scène une des scènes que je me souviens dans la bombe, c'est après l'explosion, tu as le général Groves et Oppenheimer qui sont au téléphone, puis il dit hey, on a réussi, puis tout ça. Puis la dernière bulle, c'était comme ouais, c'était de l'ouvrage, mais ça a valu la peine. Et puis la bulle, ça a valu la peine. Je l'ai superposée à une image de cadavre. Oui, je me souviens de celle-là. Okay? Ouais. Donc, c'est là qu'il y a une manipulation du lecteur qui est utile pour amener le lecteur à une réflexion. Quelque chose de plus. Oui, exactement. Ouais. Okay? Donc, oui. C'est toujours ça le défi parce qu'on pourrait faire la BD en alignant des cases tout simplement. Tac, très structuré. Mais c'est fou à quel point le détail. Je me souviens quand j'avais vu La Bombe, puis cette séquence-là m'avait marqué parce que c'est comme si. Parce que ça veut dire plein de choses en même temps. C'est comme ça, moi je le lis. Là. Ça veut dire qu'il y a comme une. D'un côté, il y a un coût humain énorme. Ouais. D'un autre côté, il y a comme une espèce pas de laisser aller, mais de genre de je m'en foutiste. On ne considère pas les gens qui ont perdu leur vie, qui n'avaient rien à voir dans le bombardement. Il y a comme plein de niveaux que tu peux avoir en même temps. On laisse pour compte des centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur vie. Et nous, dans la position où on est en tant que lecteur, on sait qu'il va y avoir des répercussions au niveau de la radiation, un traumatisme national pendant des générations. Fait que ça en a valu, tu sais, je veux dire, il y a comme plein de niveaux. Parce que ça, au niveau de scénaristique, pour La Bombe, on revient toujours, on dirait, dans on parle plus de La Bombe que la troisième caméra. Est-ce que c'était dans le scénario ou c'était quelque chose que toi, t'as amené? Ben, ça fait partie d'un dialogue. Ça fait partie d'un dialogue toujours parce que les scénaristes vont te donner les prémices qui vont te permettre d'aller plus loin. OK? Mais il faut que tu sois conscient de ça, puis il faut pas que tu ailles trop loin, il faut qu'il y ait de la nuance dans ça. C'est là que, bon, une grande partie, c'est du métier, puis une certaine, j'aime pas le mot, mais une certaine passion de découverte de niveaux particuliers ou des niveaux supérieurs. Non, pas de supérieur. Mais non, mais je pense que une résonance différente, peut-être. Je comprends ce que tu veux dire. Donner quelque chose de signifiant à chaque page, c'est là qu'il y a le plus grand défi, mais c'est là qu'il y a le plus beau défi aussi. Ouais, c'est drôle parce qu'il y a aussi quelque chose qui ramène à, je te dirais, l'acte de création. À un moment donné, ces affaires-là, je sais pas si c'est dans ton cas, c'est le même, mais c'est comme si tu deviens une antenne à ce genre d'idées-là qui pop à un moment donné. Quand tu es dans un mood de création, il y a ces trucs-là qui vont émerger out of fucking nowhere. Et cet élan-là créatif a été décrit par plusieurs personnes depuis toujours. Là. Puis le flow, le fameux fucking flow. Là. Puis là, mon Dieu, oui, là, ça marche. Fait que toi, ton flow, tu le fais où? Tu le fais-tu quand tu lis ou quand le scénario ou quand tu sketches les pages ou pour le découpage? Quand tu découpes, hein, c'est ça? Ouais, c'est là que toute la magie ou non. Ouais. T'es trop humble, Denis, c'est ça l'affaire. Non, mais des fois tu te plantes carrément. C'est comme, non, il y a des scènes que, il faut y aller de façon plus littérale.
Dire, ouais, bon, écoute, il y a l'enlèvement d'un scientifique ou un truc du genre. Ben, oui, tu peux y aller, mais si tu as un nombre de pages bien défini, Mhm. il y a des limites à ce que tu peux faire ou ce que tu peux ajouter. Ou, bon. Il y a un truc que j'ai remarqué dans la troisième caméra qui était pas vraiment là, que tu avais beaucoup fait dans la bombe, c'est cette espèce de grande splash page ou Mhm. de page où on mélange histoire, concept. Tu vois-tu ce que je veux dire? Ou est-ce Mhm. qu'on a carrément, dans le cas de la bombe, c'était des... voyons, Colin, là, ça va montrer mon ignorance scientifique, là, les électrons, c'est ça? Mhm. Corrige-moi. Ouais, ben, la réaction en chaîne. Exactement, mélangé à des... tu sais, il y avait plusieurs choses que tu superposais pour raconter une histoire à travers une planche. Puis ça venait presque quelque chose d'onirique et d'excessif. Mais t'as pas fait ça dans la troisième caméra. C'est-tu parce que le scénario, il l'appelait pas ou Ouais, ben c'est c'est quelque chose ça. de conscient? Chaque histoire a des demandes différentes. Mhm. Puis c'est là que tu dois pas aller trop loin pour perdre le lecteur. Il faut, que- faut pas faire tous ces mécanismes-là au détriment de la clarté. Mhm. Et si on essaie de faire ça juste pour être cute, puis On fait ça pour tu sais, nous-mêmes, c'est ça. ouais, Ouais, je c'est pense que... ça. Puis Ouais. on ne veut pas faire sortir les gens de l'histoire non plus. Il faut que ça serve l'histoire. Donc, à certains moments, un petit clin d'œil comme Watchmen, ah, c'est seulement les initiés qui vont faire ah, cute. Mais sinon, si ça ne sert pas le récit, Ouais. ouais. Il y a un truc, puis on va se laisser bientôt, Denis, qui m'a frappé récemment. Moi, je ne prétends pas être un artiste, mais je fais du Photoshop depuis 20 ans. Là. Ça a été ma formation il y a longtemps, puis ça me sent encore aujourd'hui. Puis, je suis pas allé en design parce que j'avais vraiment pas envie de dealer avec les clients, puis les objets. Ça me tentait vraiment pas. Et à ce jour, même des fois, je fais des trucs pour ma job, puis mon ont beaucoup d'idées, OK? Puis un truc que j'ai lu Mhm. récemment, puis j'ai l'impression que c'est ce que tu me dis depuis tantôt, je lis ça entre les lignes, euh, comme quoi un designer est là pour dire non. Donc, tu sais, parce qu'en fait, l'idée, c'est que oui, on pourrait dire oui à tout. Tu sais, moi, des fois, le monde me dit, Mhm. ouais, on pourrait faire ça. Oui, on pourrait le faire, mais est-ce que c'est vraiment ça où on veut aller? Puis tu me racontes Ouais. un peu, c'est un peu ça aussi, des fois, c'est de dire, je vais refuser dans cette direction-là pour le bien de mon Ouais. storytelling, pour mon histoire. Ouais. En fait, c'est plus oui, mais. Mhm. OK? Voici une Mhm. alternative. OK? Oui. C'est moi, j'ai pas de bataille d'ego avec mes collaborateurs. Je vais demander conseil à tout le monde parce que si ma mère comprend une planche de BD, bon, ben, j'ai réussi. Bon. Ouais. Ouais, ouais. Si les impressions, c'est pas de dire ben, toi, tu connais rien en BD, donc je peux pas te demander ton avis. Mhm. Euh, je pourrais pas lui demander son avis sur comment faire autrement, évidemment, parce que là, on arrive dans le pointu du métier. Mais il reste que on va, par exemple, me proposer des choses scénaristiquement où est-ce que on peut avoir de longues discussions, puis ces longues discussions-là, si on n'a pas d'ego qui est dans le chemin, ça peut être hyper constructif. Oui. Avec Oui. Tristan Rouleau pour Aral, je me souviens qu'on discutait de point de vue de la carriole du tsar, où est-ce qu'on mettrait la caméra pour tout ça. Puis on avait carrément pris un panier de fruits, puis on avait installé les fruits avec le panier par-dessus pour montrer les 4 roues. Puis là, on regardait les différents angles, puis il dit non, ça ne marchera pas comme ça, puis tout ça. J'ai aucunement peur des discussions musclées, Mhm. mais justement, quand c'est pour le bien de l'histoire, puis que ça peut amener l'histoire à un autre niveau, ben bravo. Tu Mhm. sais, c'est ça, parce que pour moi, euh, si ça prenait pas autant de temps à faire une bande dessinée, je ferais ça un peu comme du cinéma, où est-ce que tu tournes un paquet de trucs, puis après ça, tu fais ton montage. Mhm. OK? Mhm. Là, c'est des contraintes de temps souvent, puis d'argent, évidemment.
où est-ce que tu dois faire des choix rapidement. OK? C'est comme si au cinéma, on fait un storyboard, puis on doit suivre le storyboard à la lettre. OK? Sans se permettre de pouvoir improviser, sans se permettre de pouvoir ajouter des choses ou couper des choses. On a un nombre fini de planches, puis on doit composer avec. Dans le cas du roman graphique, OK, que je le souligne encore une fois, qui est un format, non pas un genre. Les gens voudraient que ce soit un genre pour se sentir moins mal lire du super-héros. Ouais, mais bon. L'opportunité que ça me donne, c'est de pouvoir ajouter ou enlever des pages au besoin. Ouais. OK? Donc, c'est à ce moment-là que je peux justement me permettre d'insérer un personnage comme Berlin dans l'album. Parce que ça, c'est pas dans le scénario. Ça. Mais pour vraiment sentir faire sentir ce que pouvait être la vie des gens qui étaient dans ce milieu-là, autant les Alliés que les Allemands. Les civils, oui. Il fallait leur donner le contexte. Puis le contexte était une vie dans une ruine où est-ce que on fouille littéralement dans les poubelles. Oui, littéralement pour essayer de trouver quelque chose. Et tant mieux si un allié nous donne une palette de chocolat pour survivre une journée de plus. Ouais. Hey Denis, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais adresser par rapport à la troisième caméra qu'on ne t'a pas demandé ici ou qu'on ne t'a pas demandé avant en entrevue. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire que tu penses qui serait intéressant pour les gens de la maison? Pas nécessairement, mais il y a eu quand même une anecdote qu'on a vécue, moi et Cédric, en dédicace. Mm-hmm. Où est-ce qu'on était en librairie en France, je me souviens plus où. Hein. Puis, il y a un monsieur d'une 50aine d'années qui nous arrive à la toute fin de la dédicace, puis il s'assoit, puis il dit « Moi, je lis pas de BD, je connais pas vraiment ça, mais vous avez peut-être répondu à une question qu'on se posait sur l'histoire familiale. » OK. Puis oui, puis tout ça. Il dit sa grand-mère fuyait l'Ukraine, elle attendait le train avec sa fille, puis un enfant qui avait ramassé aussi, un orphelin probablement. Puis quand ça s'en allait pour quitter, prendre le train, il y a un officier nazi qui est arrivé près d'eux, puis qui a donné un œuf à la petite fille. OK. Puis il les a pris en photo. OK. Mais ça donne qu'il y a un autre officier nazi qui arrive, puis là, il a pris sa caméra, il l'a cachée, puis il en a sorti une autre. Puis il dit, on vient de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. OK. Nous autres, on est un peu tombés sur le postérieur, mais ça a vraiment... Fait que c'était sa troisième caméra? Sans doute. Fait qu'un exemple. Oh, wow. Super comme histoire, ça, Denis. Puis là, tu me la transmets. Puis ça va être pour la postérité dans les archives des Mystérieux Étonnants. Et merci énormément. L'album est disponible chez Glénat. La troisième caméra, c'est sorti il y a 1 an. C'est fantastique. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. J'ai trouvé que c'était, sans être une suite, le projet qui est tout à fait logique à la bombe, dans le sens que je te retrouve un peu dans les mêmes eaux, mais tu vas ailleurs aussi. Puis là, je suis juste intrigué de savoir sur quoi tu travailles. J'imagine que tu es déjà en train de travailler sur ton prochain projet, mais je vois ta face, tu peux pas en parler. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'est un album hyper touchant. C'est des émotions, mais c'est pas les mêmes émotions que pour la bombe. C'est complètement différent à ce niveau-là. Mais je trouve que ça prouve encore une fois que tu es un grand storyteller. Puis merci pour ton temps et ta générosité que tu nous as montré au fil des années. Les Mystérieux Étonnants, cette année, ont 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait le podcast. Et j'imagine que... je le sais, en fait, j'imagine pas. On a des auditeurs de longue date, des gens qui nous suivent depuis le début. Et tu es un personnage récurrent dans nos aventures. Donc, merci beaucoup. C'est énormément apprécié. De ne pas me réduire à un running gag. Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Merci, Denis. Merci et bonne chance pour tes prochains projets. Merci aux Mystérieux Croustillants. Je lisais les albums que tu m'avais dédicacés jadis et il y a une dédicace qui est marquée « Les Mystérieux Croustillants ». Fait que cette blague-là, elle date pas d'hier. OK, merci. Bye. Merci à toi.